Pour les anciens, la mythologie était le domaine qui recelait la vérité. Le mot mythe a toujours eu un sens très actif à travers les siècles, jusqu'à l'arrivée de la pensée judéo-chrétienne et qui a commencé à saper le vrai sens du mythe et à le dévisager en quelque sorte. Aujourd'hui, quand on dit mythe, on dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est important en fait, de se réfugier dans la mythologie et surtout pour certains phénomènes qui restent toujours inexpliqués dans le monde. Quand on regardait le ciel, on voyait ces constellations qui projetaient une image avec une forme assez précise, généralement d'animal ou bien de héros, héroïne. Et à travers l'image qu'ils recevaient, le dessin qu'on pouvait tracer dans le ciel, ils inventaient une histoire pour le justifier. Il y a la constellation, la grande ours et la petite ours. Il se trouve que Jupiter, ou le zeus grec, qui était un grand coureur de jupons, a toujours poursuivi un peu les femmes qu'il a aimées. Il est tombé amoureux de Callisto. Il a eu un fils avec elle qui s'appelle Arcas. Et pour soustraire Callisto à la jalousie de son épouse Héra ou Junon chez les Romains, l'a transformé en ours. Et pour empêcher que son fils Arcas, qui était un chasseur, ne la tue un jour ou l'autre, il le transforme aussi Arcas en ours et l'a projeté tous les deux dans le ciel. Et on a eu la grande ours et la petite ours, nom qui existe encore aujourd'hui. Chez les Romains, Mars est devenu le dieu de la guerre, seulement à l'époque classique au fond. Mars était le dieu du printemps, le dieu de l'agriculture aussi. C'est la raison pour laquelle le mois de mars s'appelle Mars chez les Romains, ouvrait l'année. L'année romaine commençait avec Mars. Si vous comptez, c'est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est le 7e mois. On l'appelle encore aujourd'hui octobre le 8e, novembre le 9e et décembre le 10e. C'est par la suite qu'on a ajouté au calendrier romain janvier et février. Et c'est la raison pour laquelle février est plus court que les autres, si on ajoute un jour ou on l'enlève selon les circonstances. Mars, c'est la planète dont on parle beaucoup et cela depuis très longtemps. Bien sûr, Mars, c'est la planète dont on parle beaucoup et cela depuis très longtemps. On a souvent l'impression que Mars, même, c'est la jumelle de la planète Terre. Bon, il faut savoir pourtant que Mars n'est ni la planète la plus semblable à la Terre quant à sa taille, ni même la plus proche de la Terre. Si on fait un tour rapide du système solaire, on retrouve plus près de chez nous que Mars la planète Vénus, qui d'ailleurs est essentiellement la jumelle de la Terre en termes de taille. Mars, qui elle est un peu plus loin de chez nous que les Vénus, est un endroit beaucoup plus petit, un volume qui fait à peine 15% de celui de la Terre, une gravité de surface par exemple qui fait à peu près 40% de la gravité terrestre. Mars donc un petit monde beaucoup plus intéressant, en tout cas pour exciter la curiosité des terriens. Mars, on croit en tout cas que Mars est à peu près le même âge que la planète Terre, que la Lune, que Vénus. En fait, on a l'impression, au niveau en tout cas de nos connaissances actuelles, que le système solaire tout entier, les planètes à tout le moins, ont toutes été formées il y a environ 4,5 milliards d'années. C'est gros, les milliards, c'est difficile à imaginer. Un seul milliard, c'est déjà 1000 millions. Déjà, les millions, ce sont de gros chiffres. Donc, tout ça, ce sont des objets qui sont très, très, très vieux. Par rapport à l'âge de l'univers, si on essaye de situer notre système solaire, c'est à peu près, nos planètes auraient été créées au mi-temps de l'âge de l'univers. L'univers a à peu près une dizaine de milliards d'années et nous, les objets, les lieux qu'on fréquente quand on se promène dans le système solaire sont âgés d'à peu près 5 milliards d'années, un petit peu moins. On imagine que Mars s'est formé à peu près de la même façon que la Terre, par agglomération
de poussière toute petite. Ah, des objets de la taille d'un millionième de mètre à l'origine, c'est bien petit, qui, au moment de la naissance de notre étoile, le Soleil, parce qu'on imagine que notre Soleil est venu au monde en même temps que les planètes, au moment de la naissance donc de notre Soleil, ces poussières-là auraient été forcées de se diriger vers le centre du système solaire, là où s'est concentré le Soleil, et ce faisant, elles se sont rencontrées, se sont entrechoquées, et ont fini par former de petits noyaux, de petits embryons de planètes, lesquels, en grossissant au hasard des collisions, ont pu, dans certains cas, devenir des objets un peu plus gros que les voisins, à un moment donné tellement plus gros que les voisins, qu'ils ont pu exercer certaines attractions gravitationnelles. Bon, l'attraction gravitationnelle, c'est l'incontournable. C'est celle que je rencontre si j'ouvre la fenêtre et je fais un pas de trop. Bon, je vais me casser la gueule. Eh bien, cette attraction que la Terre exerce sur moi lorsque je fais un pas de trop, eh bien, elle existe dès qu'un corps est assez imposant sur ses voisins. Enfin, elle existe toujours, mais elle peut devenir efficace à augmenter la taille de l'objet. Donc, Mars se serait formé, comme la Terre, par agglomération de très petits objets. Mars possède 2 lunes, mais là, il ne faut vraiment pas comparer à la Lune qui tourne autour de la Terre. La Lune qui tourne autour de la Terre est un objet de type planétaire, presque au sens propre du mot. C'est un gros objet imposant. Les lunes de Mars, ce sont, ma foi, des cailloux. La plus grosse fait à peu près 27 km. C'est tout petit, 27 km de diamètre. La plus petite fait une quinzaine de kilomètres. Il s'agit en fait probablement d'astéroïdes, des petits cailloux qui circulent habituellement entre Mars et Jupiter, qui ont erré, qui sont égarés, qui ont été capturés par l'attraction gravitationnelle de Mars. En termes de similitude, il y en a une autre extrêmement intéressante. Mars tourne sur elle-même, tout comme la Terre. Ce mouvement de base-là, ce mouvement de rotation, c'est lui qui est à l'origine de la durée du jour. C'est un cycle important pour nous, les humains. Le Soleil passe à peu près une douzaine d'heures levées au-dessus de nos têtes et une douzaine d'heures couchées. La vie est organisée autour de ce cycle-là. Eh bien, ce cycle-là est associé au fait que la Terre met 24 heures à faire un tour sur elle-même. Or, la planète Mars met elle aussi à peu près 24 heures à faire un tour sur elle-même. Si on planifie aller en voyage sur Mars, à quoi on peut s'attendre? Mais si on s'attend à retrouver la Terre, on va être déçu, parce que Mars, c'est plus petit que la Terre, l'atmosphère est ténue, irrespirable, c'est sec, c'est froid. Oui, mais si on a déjà visité la Lune, et c'est le cas des terriens, alors là, Mars, c'est le paradis. Mars, par rapport à la Lune, il y a une atmosphère, il y a déjà eu des volcans, il y a des traces d'érosion, il y a des choses à visiter sur Mars bien plus excitantes qu'il y en a sur la Lune. Là. Bon, alors on y est sur Mars, on débarque. On débarque. Qu'est-ce qu'on trouve? Bien, à prime abord, c'est rouge. Le sol est rouge, c'est de la rouille. Bon, alors on débarque. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Le sol, tiens. C'est Le rouge. sol est rougeâtre. Pourquoi rouge? Parce que, ma foi, 20% de la composition du sol, c'est de la rouille, de la vulgaire rouille. Le ciel est rouge aussi, parce que la poussière en suspension dans l'air fait une petite teinte rosée au ciel. Si on débarque vraiment, on va voir qu'on se sent plus léger. En fait, la gravité sur Mars, tout en étant plus élevée que celle sur la Lune, est plus faible que celle de la Terre. 40% à peu près de notre poids. Donc, malgré une combinaison, on est relativement à l'aise à ce niveau-là. Il faut une combinaison, mais pourquoi? Parce que l'air est raréfié, c'est 1/100 de la pression atmosphérique de la Terre, et en plus, pas d'oxygène, parce que pas de vie. On pense qu'il n'y a pas de vie, ou s'il y a de la vie, c'est vraiment de la vie marginale. Donc, du CO2, gaz carbonique, de l'azote dans l'atmosphère, tout ça à une température moyenne d'à peu près moins 40 degrés. Ouais, il faut s'habiller très chaudement parce que si on planifie très bien notre voyage, au mieux, on atteindra un petit 20 degrés Celsius en été à l'équateur. Mais attention, dès qu'il fera nuit, ça va chuter à moins 140. Par contre, il y a des choses à voir la nuit sur les Mars. satellites. Ouais. 2 lunes irrégulières, c'est des petits astéroïdes capturés, une vingtaine de kilomètres de large, mais ils sont relativement près de la planète, ce qui fait que ça apparaît à peu près 1/3 de la pleine Lune pour le plus gros, 1/15 de la pleine Lune, et ils vont assez vite, vu qu'ils sont assez proches de la planète. Contrairement à Tintin qui, sur la Lune, n'a pas pu entendre l'impact d'un petit caillou qui est tombé à côté de lui, mais a seulement senti les tremblements de Lune que ça a provoqué, si pareil événement se passait sur Mars, on pourrait aussi l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu d'atmosphère, un peu d'air pour pouvoir véhiculer le son.
Dernier élément auquel il faut faire très attention dans la planification de son voyage, c'est les fameuses tempêtes de sable. En fait, le sol martien est recouvert d'une couche de sable qui a tendance à s'envoler une fois l'an. Une fois l'an sur Mars. Une année sur Mars, c'est presque 2 années sur Terre. La surface de Mars, la surface à explorer dans notre voyage, est presque aussi grande que la surface des continents sur la Terre. Mars est plus petite, mais la surface de la Terre est recouverte d'eau aux 2/3. Mais quittons les environs du vaisseau. Si on veut ramener des photographies d'endroits spectaculaires, il ne faut pas manquer le mont Olympus. C'est le plus gros volcan du système solaire. 25 km de hauteur, une base de 700 km de largeur. C'est vraiment géant comparé au plus gros volcan sur Terre, le Mauna Kea, qui fait à peine 10 km de hauteur par rapport à la base de l'océan Pacifique. Tout est plus gros sur Mars parce que la planète est plus petite, la gravité est plus faible. Donc, les volcans sont géants, les canyons, la vallée Marineris. La vallée Marineris, dont on a souvent tendance à la comparer au Grand Canyon du Colorado, mon Dieu, est tout à fait incomparable. La longueur de pas ce canyon, mais cette immense vallée fait l'Amérique au complet, près de 5000 km de longueur, 700 km de largeur. Le Grand Canyon, c'est une petite cicatrice à côté de ça. Une égratignure, une marque impossible à voir, tandis que Vallée Marineris est quelque chose d'observable avec un bon télescope depuis la Terre. Si nous reste du temps, un petit tour sur les calottes polaires, où on trouvera de la glace au sol, mais aussi de la glace sèche, du gaz carbonique congelé. Et à ce moment-là, on aura rapporté un peu les meilleurs souvenirs de Mars. On est à la fin du siècle, 1890 à peu près. Alors il y a cet astronome italien, Schiaparelli, qui avait vu avec ses yeux, au télescope, ce qu'il croyait être des traces droites sur la surface de Mars et qu'il a appelé les canali, canaux, traduit en français. On est à la fin du siècle, 1890 à peu près. L'idée a été reprise parce qu'un observateur américain, en fait un amateur d'astronomie américain fortuné, Percival Lowell, a construit un télescope en Arizona spécifiquement pour observer Mars et voir s'il pouvait revoir ces canaux-là. Et bien sûr, Lowell a vu les canaux. Il a vu des choses qui semblaient tout à fait artificielles, des rainures, des lignes qui feraient des milliers de kilomètres de long, des centaines de kilomètres de large, ou au moins plusieurs dizaines de kilomètres de large. Les canaux semblaient changer de forme avec les saisons martiennes, se dédoubler l'été, on les voyait tourner avec la planète. Quand je dis on parle des astronomes comme Schiaparelli d'abord et Lowell et d'autres aussi. Pendant très longtemps, en fait, jusqu'à ce qu'on aille vraiment mettre une sonde sur Mars, les astronomes ont pensé qu'il n'était pas impossible qu'il y ait des structures sur la planète qui soient artificielles, malgré le fait qu'on savait bien, à cause des températures qui prévalent, de la composition de l'atmosphère, la faible densité de l'atmosphère, que l'existence de vie intelligente, de technologie sur Mars était difficilement concevable. Des astronomes technologistes faisaient remarquer que théoriquement, les télescopes de l'époque étaient insuffisants pour pouvoir voir les détails aussi fins que les observateurs prétendaient y voir. Mais je crois que dans le fond de toute personne humaine, même des astronomes, il y a un espoir que quelque part ailleurs que sur notre petite planète Terre, on verrait des choses qui sont des témoignages d'évolution intelligente, des témoignages de technologie, qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Dès qu'on a eu la capacité d'envoyer des sondes dans l'espace, on a immédiatement pensé aux objets les plus proches de nous, à la Lune. Donc, beaucoup d'efforts vont être consacrés à la Lune jusqu'aux missions Apollo. Mais dès 1962, on imagine envoyer des sondes vers Mars, vers Vénus, les deux planètes les plus proches. Les Russes commencent en 1962 avec une série de sondes qui va s'appeler les sondes Mars. Les Américains vont lancer la série Mariner. Mariner 1 et 2 étaient destinés à Vénus. Mariner 3, la première sonde martienne américaine, va être perdue. Quelque part entre Mars et la Terre, les transmissions vont être coupées.
Il va falloir attendre 1965 avec Mariner 4, la sonde américaine, qui va passer près de Mars pour la première fois, prendre des photos de la surface, découvrir les cratères, découvrir que Mars est un objet relativement inhospitalier. Quelques années plus tard, Mariner 6, 7 et finalement Mariner 9, le premier à se mettre en orbite autour de Mars, vont nous donner beaucoup d'informations. C'est Mariner 9 qui a découvert le mont Olympus, le plus gros volcan du système solaire, la vallée Marineris, qui porte le nom des sondes Mariner, qui est l'immense cicatrice à l'équateur de Mars. Donc on a commencé à découvrir que Mars avait une topologie intéressante et on s'est mis à imaginer des missions futures qui iraient sur place explorer ce qu'on venait de découvrir. À partir de Mariner 9 commence une série de désastres ou de malchances reliées à l'exploration de Mars. Mariner 9 déjà arrive en pleine tempête de sable en orbite autour de Mars, donc doit attendre plusieurs semaines avant que le sable retombe pour pouvoir prendre des photos. Les Russes sont moins chanceux. Eux, ils avaient envoyé Mars 2 et 3 pendant la même tempête de sable, mais les sondes ne pouvaient pas être programmées, devaient nécessairement atterrir, et donc ils ont atterri en pleine tempête de sable et ils n'ont absolument rien vu. Toutes les données ont été perdues. That America's challenge of today has forged man's destiny. Il faut dire qu'à cette époque, on était en pleine mission Apollo, 1969, c'est le débarquement sur la Lune. Donc, toutes ces missions anciennes passent, bon, pas totalement inaperçues, mais en plus que ce qu'on vient de découvrir, c'est un peu décevant, qu'il n'y a pas de canaux sur Mars, il n'y a pas de traces de vie visibles de l'espace. Mars tombe un peu dans l'oubli, mais on continue à envoyer des sondes et la séquence de malchance se poursuit. Les Russes vont envoyer toute une séquence de sondes Mars 4, 5, 6, 7, certaines vont, le contact va être perdu, d'autres, elles vont s'écraser à la surface. Il n'y aura pratiquement aucun résultat valable. En 1988, ils vont essayer d'envoyer 2 missions vraiment intéressantes, les missions Phobos, qui devaient se poser non pas sur Mars, mais sur un satellite de Mars. Il est arrivé quelque chose de catastrophique à la sonde Phobos 1. En route vers Mars, quelqu'un au centre de contrôle en Russie a envoyé une commande à l'ordinateur central pour qu'il se ferme carrément et qu'il ne soit pas capable de recevoir d'autres données. Donc ils n'ont pas été capables de corriger leur erreur. L'ordinateur ne répondait plus. Quant à Phobos 2, la sonde s'est rendue jusqu'à destination et en se retournant sur le point d'atterrir sur Phobos, elle a cessé de transmettre. Évidemment, il faut bien qu'il y ait des succès une fois de temps en temps. En 1976, les Américains vont avoir un grand succès avec les doubles sondes Viking, qui vont rester en orbite, mais aussi se poser à la surface de Mars. Et la plupart des données qu'on a sur Mars aujourd'hui viennent de ces missions. La raison pour laquelle la mission Viking ou les 2 missions Viking sont importantes quand il s'agit de l'exploration de la planète Mars, c'est qu'en général, quand on fait une exploration interplanétaire, on le fait en 3 étapes. La première étape est une étape de reconnaissance pure et simple, où on envoie une sonde qui survole la planète pour savoir exactement la force de gravité de la planète en passant, voir si ça a une atmosphère, quel genre de composantes sont dans l'atmosphère. Et ça a été fait en 1965 par la mission Mariner 4. Et ensuite, ça a été suivi par des missions de reconnaissance Mariner 6 et 7. Et ensuite, on passe à une étape supérieure, ça c'est une étape de surveillance, où on envoie une sonde qu'on met en orbite autour de la planète, qui observe la planète pendant une durée assez prolongée, pour savoir si la planète a des saisons, comment ces saisons changent avec le temps. Et puis ça a été fait avec le Mariner 9. Et ensuite, maintenant, la 3e étape, qui est l'étape d'étude en détail, c'est faite avec les missions Viking. AGS is green, 1.5 degrees per second max, 0.2 Gs. Touchdown, wind. Avec les missions Viking, en fait, on a pu étudier la géologie, on a pu étudier la cartographie, on a étudié la topographie, on a étudié le climat et on a un peu fait de la recherche pour la vie. Et en fait, on finit par soulever plus de questions qu'on trouve de réponses aux questions qu'on avait précédemment. Et à cause des questions qui ont été soulevées, aujourd'hui, on a mis en place tout un programme d'exploration de la planète de Mars, qu'on appelle le Mars Exploration Program. C'est un programme de 10 ans
en tout cas la partie robotique, où on va envoyer des sondes en robot explorer Mars. Et ce qui va se passer, c'est que ça a commencé en 1996, en novembre déjà, quand on a lancé le Mars Global Surveyor, et en décembre avec le lancement de Mars Pathfinder. Et chaque 26 mois, ça c'est les dates à laquelle on peut toujours lancer de la Terre vers Mars. Ça arrive chaque fois que les deux planètes sont alignées. Ça arrive tous les 26 mois. Et de maintenant en 96 jusqu'en l'an 2005, tous les 26 mois, on va envoyer 2 sondes sur Mars pour essayer d'étudier d'un côté le climat et caractériser entièrement le climat de Mars. Et d'autre part, on va essayer de retrouver les ressources qui se trouvent sur Mars. Et quand je dis ressources, je parle de choses comme de l'eau. Par exemple, au cas où on aurait des missions habitées plus tard avec des êtres humains, l'eau serait une ressource très très recherchée. Et ça nous permettrait de ramener le coût de ces missions-là très très bas. Et le troisième but de notre mission de 10 ans, c'est d'essayer de voir si la vie a jamais existé sur Mars ou si cette vie-là existe toujours. On va avoir le Global Surveyor qui va arriver à Mars et une fois que ce serait dans son orbite finale, le Global Surveyor va faire exactement ce que son nom indique. Ça va faire un survey global. Ça va prendre des images détaillées de la planète Mars, de tous les coins de la planète Mars, d'un côté. D'un autre côté, ça va faire une carte topographique pour nous dire la hauteur des vallées, la profondeur des vallées, la hauteur des montagnes, à 30 mètres de précision. Et ensuite aussi, on va essayer de caractériser la composition de l'atmosphère, voir combien de vapeur d'eau se trouve dans l'atmosphère. Et on va essayer de voir s'il y a combien, la quantité d'eau en fait qui se trouve au pôle. Comme son nom l'indique, d'ailleurs, Pathfinder est une nouvelle façon de trouver un nouveau moyen d'explorer Mars. Et cette mission va nous permettre de trouver une nouvelle façon d'atterrir sur la planète. Vous savez, quand Viking a atterri sur des pieds. Et comme on a vu en fait que Mars a des terrains très très dangereux pour des trucs qui ont des pieds, on a dessiné donc Pathfinder qui peut atterrir n'importe où. Et non seulement Viking, une fois que ça atterrissait à partir de la main du robot qui ne pouvait s'étendre qu'au-delà d'une certaine limite, maintenant Pathfinder va amener un petit rover que nous appelons d'ailleurs Sojourner, qui va nous permettre d'aller dans toutes les directions et en même temps à toutes les distances qu'on veut pour aller essayer de faire de l'exploration. Pathfinder et Global Surveyor sont en ce moment sur leur chemin sur Mars. Et le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, on va atterrir sur Mars à 10h30 du matin, heure de la Californie, où toutes ces sondes-là sont pilotées. Et au moment où on va commencer le feu d'artifice, probablement à 8h, on aura les premières images de Mars et qu'on va mettre sur Internet pour le plaisir de tout le monde. Yeah, this rock was found in 1984 and in Antarctica. The rock landed here 13,000 years ago from outer space, and then it was released 15 million years ago. How do we know that this rock is coming really from Mars? If the rock is injected from a planet because it's interacting with the atmosphere of the planet by the impact, some of the gases present in the atmosphere of the planet will drop into the rock, which can be measured here. Now, the composition of the gases within this rock was very similar to those measured by the Viking mission for Martian meteorite. And because
very nice match. And that is one of the reasons why we think that this rock must have come from Mars. The reason why we thought this rock is suitable to look for or to search for biological evidence or life in this rock was this rock has fractures or cracks, and within these cracks we found minerals which were very old, 3.6 billion years, and that was the first rock at all we had from outer space having this age. And because we were interested to see if that was any sign of life in the past history of Mars. And what we found was that those minerals formed within these cracks were very similar to the type of mineral which forms here on Earth by bacteria. And that was our evidence that at some stage in the past on Mars, the conditions were similar to the past on Earth. And that's possibility that some bacteria were living at that time which would produce those minerals. One of our concern was if that what we see in this rock that is not formed here on Earth, where the rock was sitting on ice for 30,000 years. One very major evidence was that the age of those minerals from this rock was really beyond the time it was sitting on ice. As I said, the mineral formed at 3.6 million or 1.2 million years ago. There's no way that those minerals could have formed here. That was one reason. The other reason, we checked the degree of contamination from ice to the other rocks which we found in the same area, and that was very distinct. I mean, that is a certain amount of contamination or confusion, but we could distinguish between that, what we see in our rock, and we consider as being formed on Mars, and that what happened here on Earth. To understand the creation of life or formation, origin of life, I think we need to know the condition on the other planet too. It might help us to understand what is going on really on our Earth and what we would expect that can happen to our Earth too. To seize this opportunity, I'm not proposing a 10-year plan like Apollo. I'm proposing a long-range, continuing commitment. Depuis un certain temps, le gouvernement a parlé des vols habités sur Mars. Mais vous savez, depuis un certain temps, le gouvernement a parlé des vols habités sur Mars. Et aujourd'hui, avec justement le programme, le côté robotique qui est en train de se passer, dès l'an 2001, on va commencer dès ce moment à commencer à faire des études pour mettre en place les fondements nécessaires et développer les technologies dont on aurait besoin pour un vol habité. Mais avant de faire la décision sur un vol habité ou pas, je crois que la question repose plutôt sur la justification d'un tel vol. Et ça va dépendre des données qu'on obtiendra des vols prochains dans les 10 prochaines années, quand on va étudier Mars et quand on va ramener des morceaux de roche de Mars pour les étudier, et quand on connaîtra un peu plus la climatologie de Mars, le climat de Mars, avec toutes ces données-là, on fera une décision basée maintenant sur des bases scientifiques, qu'est-ce qu'un voyage habité va nous apporter, qu'un voyage robotique ne nous apporterait pas. Un vol habité sur Mars, c'est un vol à très longue durée. Ça peut prendre au minimum ce que ça pourra prendre avec les technologies qu'on a aujourd'hui et les technologies qu'on peut envisager, ça prendra au moins 4 ans. Un vol, l'aller, ça va nous prendre à peu près 1 an. Et une fois qu'on est sur la planète Mars, il faut attendre que les planètes Mars et la Terre soient alignées pour qu'on puisse revenir, ce qui va prendre à peu près 2 ans. Et ensuite, le vol de retour prendra encore une année.
donc un total de 4 ans. Tout ça, ça va avoir des impacts sur les technologies qu'il faut développer, parce que les vols robotiques, ça c'est une chose, mais les vols habités, quand il y a la vie humaine qui est dans le coup, donc il faut que ce soit des problèmes de reliability, de dépendance des systèmes électroniques doit être poussés à fond, et puis surtout la protection de l'être humain par rapport aux radiations qui viennent du soleil pendant une si longue durée. Ça, c'est un autre problème. Et un problème qui est le plus évident, c'est le problème du métabolisme de l'os qui cesse de métaboliser le calcium une fois qu'on est en gravité réduite. Et pour une durée comme ça, les astronautes, si on ne trouve pas une autre méthode, dès qu'ils vont se lever, leurs os vont tous tomber en poudre. Donc ça, c'est des problèmes qu'il va falloir circonvenir d'abord avant d'entreprendre un vol habité. Dans l'éventualité d'un vol habité, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait déjà obtenu des données concernant les ressources et leur location. Par exemple, il y a des spéculations maintenant qu'il y a des réservoirs de glace qui se trouveraient sous Mars. On aurait déjà envoyé des missions robotiques qui nous auraient permis d'extraire ces morceaux de glace et les transformer en eau et les réserver avant leur arrivée. Leur habitat aurait pu été construit à l'avance. On aurait détecté, en fonction des données qu'on obtiendrait des missions robotiques, quelle est la meilleure place pour eux d'atterrir. Et on aurait fait les travaux préliminaires même pour retirer et fabriquer à partir de l'atmosphère et des composantes qui se trouvent sur place le carburant dont ils ont besoin pour un vol retour. Tout ça serait déjà préparé avant même leur atterrissage. C'est pour ça qu'il est tellement important, le côté robotique et le côté habité de ces missions-là sont tellement reliés, on ne peut pas les séparer en fait. Mars, c'est une place qui nous appelle, c'est une planète qui va être explorée de façon conjointe dans un cadre de coopération internationale. La planète Mars, c'est l'appel final, quoi, la frontière. Docteur Diarra, nous voulons aller sur Mars, mais ce que nous allons apprendre sur Mars peut-il nous permettre de partir à la découverte d'autres parties de l'univers? Ben écoutez, vous savez, la raison pour laquelle en fait on est en train d'aller sur Mars, c'est d'essayer de répondre à une des plus anciennes questions que nous nous sommes toujours posées. Sommes-nous seuls dans cet univers? Alors, si on va sur Mars déjà et qu'on découvre qu'il y a eu vie sur Mars ou qu'il y a toujours vie sur Mars, ça va nous permettre déjà de savoir que la vie n'est pas unique à la Terre, ça c'est d'un. Et de deux, on pourra réunir à partir de ce moment toutes les conditions qui sont nécessaires pour que la vie puisse exister. Et nous, à la NASA, en ce moment, on a un programme qui s'appelle le Origin Programme. Ça, c'est un programme qu'on va mettre en place pour essayer de cataloguer toutes les planètes qui se trouvent autour des soleils très distants. Okay? Et une fois qu'on catalogue ça, et si on sait les ingrédients qui sont nécessaires à la vie, on pourra détecter dans ces planètes-là les planètes qui sont très très propices à la vie et les planètes qui ne le sont pas. Donc la planète Mars, dans ce sens, la recherche de la vie, la recherche de nos origines, sommes-nous seuls dans cet univers, c'est une plateforme de départ. Mais en même temps, c'est aussi une plateforme sur un autre plan. C'est-à-dire que nous, êtres humains, nous avons été à la Lune. Mais depuis que l'être humain a existé sur cette terre, nous n'avons jamais posé le pied encore, jusqu'à présent, sur une autre planète. Peut-être qu'en atterrissant sur Mars, on va réaliser ce rêve. On a l'impression que tout ceci prend tellement de temps que nous ne serons plus vivants lorsque viendra le jour où nous découvrirons d'autres mondes. Mais ça, c'est pas tellement évident. Vous savez, si vous regardez les 50 dernières années dans l'histoire de l'espèce humaine, regardez le rythme auquel le progrès se sont accumulés. Et regardez ce qu'on a fait du point de vue de la computation, ce qu'on a fait du point de vue des vols, non seulement dans les avions, mais les vols spatiaux et tout ça. La technologie est en train de bouger, pourrait-on dire, presque à une vitesse exponentielle. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans notre vie encore. Mais les conditions nécessaires pour que ces choses-là arrivent, c'est que la génération d'aujourd'hui, comme nous, notre génération, nous avons rêvé au temps d'Apollo, que cette génération d'aujourd'hui continue de rêver. We gotta keep the dream alive. Vous savez, quand j'étais jeune en Afrique, quand je grandissais, je rêvais d'être un astronaute un de ces jours. Et bon, j'ai pu, dans une certaine mesure,
rencontré les gens qui étaient mes héros, comme les Buzz Aldrin, les Wallace Schirra et tout ça. Bon, ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait plaisir. Mais moi je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est à eux maintenant de faire, c'est cette génération-là qui va aller dans l'espace, qui va aller dans Mars, qui va probablement coloniser des coins de l'univers, on ne sait jamais. Et nous, si Dieu nous prête vie, on sera encore là pour pouvoir les applaudir quand tout leur succès futur. The date of the broadcast was 1939, and it came rather as a great surprise to us that a story, the fine H.G. Wells' classic fantasy, the original for so many succeeding comic strips and adventure stories and novels, about a mythical invasion by monsters from the planet Mars should have had so profound an effect upon radio listeners. Orson Welles a 23 ans, donc tout jeune homme, étoile montante non seulement de la radio, mais aussi du théâtre. Il est à Broadway depuis quelques années déjà. Il a fait la couverture du Time Magazine récemment. Donc c'est quelqu'un dont l'étoile monte, et puis il a finalement son propre spectacle, son propre show à la radio de CBS, un réseau national, à partir de juillet 1938, un an avant 1939, c'est-à-dire déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et déjà en 1938, il y a des interruptions fréquentes donc pour des bulletins de nouvelles spéciaux relatant un peu la montée du nazisme en Europe, ce qui fait que les auditeurs sont déjà habitués à être interrompu dans le cours normal des choses. En tant que responsable d'un programme qui s'intitule The Mercury Theatre on the Air, Orson Welles a toute l'attitude pour adapter des œuvres littéraires classiques du répertoire mondial à la radio, tout simplement. Alors, il a adapté Dracula, il a adapté Le Tour du monde en 80 jours, il a adapté Oliver Twist, et il jette maintenant son dévolu sur La guerre des mondes, le fameux roman de H.G. Wells, qui relate l'arrivée des Martiens, l'invasion plutôt, de la Terre par les Martiens. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Le génie de Wells là-dedans, c'est d'avoir adapté d'avoir transposé non seulement les lieux directement en Amérique, mais c'est aussi d'avoir inséré cette histoire de H.G. Wells dans une transmission fictive d'un concert de musique à partir d'un grand hôtel new-yorkais. On entre donc dans l'émission comme si on y était, comme si tout baignait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on entend de la musique, de l'orchestre de Ramon Raquello, et puis tout à coup, interruption, silence, bulletin spécial. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Tout à coup, on nous raconte que d'étranges gaz nous provenant probablement de la planète Mars sont en train de déferler sur le New Jersey. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air. The performance will continue after a brief intermission. Il est particulièrement intéressant de se rendre compte qu'il y avait eu des mises en garde au début de l'émission, pendant le déroulement de l'émission et à la fin de l'émission, à savoir qu'il s'agissait d'une fiction et d'une adaptation d'un roman connu sous le nom de La guerre des mondes. Or, les auditeurs qui sont arrivés sur le fait, c'est-à-dire qui zappaient à la radio, on n'arrive pas nécessairement à 8h pile, on arrive à 8h05 ou 8h10, n'ont pas tenu compte de ces avis-là, si bien que la panique, dès qu'elle s'installait chez l'auditeur, tout de suite, allait vers l'extérieur sans même se poser de questions. Autrement dit, les gens ont paniqué un peu rapidement sans vérifier l'information au fond. Si bien qu'à 8h38, au moment, donc, en plein déroulement de l'émission, qui se déroule, il faut le rappeler, en direct, qui est produite en direct, les autorités sont obligées d'émettre un communiqué disant que, tout simplement, il s'agit d'une fiction radiophonique et qu'il n'existe pas d'invasion de Mars, des Martiens. I am terribly shocked by the effect it's had. I do not believe that the method is original with me or peculiar to the Mercury Theatre's presentation. Le 31 octobre au matin, conférence de presse inévitable, Orson Welles et le réseau CBS doivent s'expliquer. Bien sûr, Welles se dit innocent. Il n'aurait pas pu imaginer les conséquences que la transmission de l'émission de radio ont eues.
Cela dit, ça va quand même lui donner un bon coup de pouce dans sa carrière, puisque peu de temps après, il va signer un contrat avec la RKO à Hollywood, et ça va être le grand saut. Orson Welles, vedette nationale, fait maintenant le saut du côté du cinéma. Son premier film, on le sait maintenant, s'appelle Citizen Kane. Il joue le rôle lui-même de Citizen Kane. Or, la première phrase de Charles Foster Kane au début de Citizen Kane est de dire « Don't believe everything you hear on the radio », c'est-à-dire « Ne croyez pas tout ce que vous entendez à la radio ». On a tout le temps eu besoin d'extraterrestres pour notre imaginaire collectif. Aujourd'hui, qui pense extraterrestre pense à Mars, à Martiens, mais dans l'Antiquité, au Moyen Âge, les extraterrestres, ils venaient d'ailleurs sur Terre. C'était les monstres qui vivaient dans les contrées pas encore découvertes, les terra incognita qu'on mettait sur les cartes. Oui, mais ça s'est rapidement déplacé à partir du moment où on a commencé à découvrir ces fameuses terra incognita et l'habitat naturel des premiers vrais extraterrestres. Avec l'invention du télescope, qu'on s'est rendu compte que les planètes étaient d'autres mondes, à ce moment-là, rapidement, Vénus et Mars sont devenus deux pôles d'attraction, les planètes les plus proches de la Terre, qui apparaissaient comme des beaux globes. Bon, Vénus, un objet peut-être intéressant, mais quand on s'est rendu compte que la température, c'est plusieurs centaines de degrés, assez pour faire fondre le plomb, on s'est dit, c'est l'enfer, on se tourne vers Mars. Et là, Mars, quelque chose de prometteur, vu au télescope, ça paraît avec quelque chose qui est peut-être une sorte de cycle saisonnier, des tempêtes de sable à intervalles réguliers, ensuite des calottes polaires. Et donc, rapidement, on en est venu à l'idée que l'extraterrestre typique, c'est devenu le martien. En fait, au début du siècle, le Wall Street Journal pouvait annoncer calmement dans une de ses chroniques que les martiens existaient, que maintenant les scientifiques en étaient au stade d'essayer de déterminer quelle sorte de martien existe. Oui, à une certaine époque, au début du siècle, l'Académie française des sciences a même créé un prix qui allait être décerné à quiconque allait découvrir des preuves de vie extraterrestre autre que martienne, bien entendu. C'était trop facile, ça. Ça allait tellement de soi. Alors Mars nous a fascinés. On s'est imaginé des martiens, bon, le petit homme vert, la créature belliqueuse. Bon, pourquoi belliqueux? Peut-être parce que quand on vit dans un désert asséché, on est de mauvaise humeur. Pourquoi vert? Ça, c'est une bonne question. Pour faire contraste avec la surface de Mars qui est rouge? Peut-être. Mais il ne faut pas oublier pourquoi toutes ces formes étranges? Voilà, mais il ne faut pas oublier que toutes ces formes-là sont le fruit de notre imagination, mais essayez d'imaginer un instant de quoi nous, on a l'air quand on joue les extraterrestres. Il y a quelques humains qui ont joué les extraterrestres, sont débarqués sur la Lune. Rappelez-vous de quoi ils avaient l'air, et essayons d'imaginer maintenant nos martiens. Eh bien, les portes s'ouvrent, et là, il n'y a plus de limite. Finalement, par définition, l'extraterrestre, il a l'air farfelu. Est-ce que c'est encore plausible d'imaginer un extraterrestre qui vient de la planète Mars, malgré les succès récents de films comme Mars Attack? À partir de 1965, lorsqu'on a envoyé une sonde qui est passée près de Mars et qui a pris des photos, il y a eu une recrudescence de visions de soucoupes volantes venant de la planète Mars, de martiens qui débarquaient partout, même si les scientifiques, paradoxalement, étaient en train de découvrir que Mars était du passé. Si on veut maintenant, de nos jours, prétendre qu'on est un extraterrestre ou prétendre qu'on a été enlevé par un extraterrestre, Mars, c'est vraiment out. Ah, c'est out. Pour être in de nos jours, il faut venir de l'extérieur du système solaire. On sait vraiment aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un martien dans les parages. Il y a des lieux intéressants. En fait, on pourrait même vous en suggérer quelques-uns. On vous suggère Epsilon de l'Éridan, Epsilon de l'Indien, mais 9 extraterrestres sur 10 prétendent venir de Tau de la baleine. Alors là, c'est une petite étoile jaune de type solaire, une étoile célibataire, donc une étoile double, ça fait des beaux couchers de soleil, mais en revanche, ça fait des écarts de température importants. Donc, Tau de la baleine. C'est notre suggestion à tout le moins, si vous voulez avoir l'air crédible. L'astronomie est la plus vieille des sciences. L'astronomie est la plus vieille des sciences. Les anciens étaient mystifiés en voyant les mouvements des planètes sur la sphère céleste des astres fixes. Les astronomes et les personnes d'aujourd'hui continuent à être mystifiés. On a des outils beaucoup plus puissants pour sonder ces planètes. Et c'est dans cette tradition-là d'émerveillement, de mystification, de curiosité intellectuelle que la recherche sur les planètes, sur la planète Mars, se poursuit.
On cherche à savoir ce qui se trouve sur ces planètes comme Mars et les autres du système solaire. D'abord parce que nous sommes curieux, et ensuite, et je pense que c'est vraiment la bonne raison scientifique, parce que nous sommes nous-mêmes les habitants d'une planète, la planète Terre, et que nous n'avons qu'un exemple que nous connaissons en détail, notre propre planète. Or, les autres planètes, comme Mars, comme Vénus, par exemple, sont semblables à la Terre, mais elles ressemblent à ce que la Terre a ressemblé ou ressemblera à d'autres temps. Mars est beaucoup plus évolué. Elle a perdu son atmosphère, elle est brûlée par la radiation intense du Soleil, tandis que Vénus est beaucoup moins évoluée, elle subit un effet de serre intense, l'eau ne s'est jamais liquéfiée à sa surface. Donc, en comparant ce qui se passe sur la Terre, sur Mars, sur Vénus, on peut comprendre quel est l'impact de certaines de nos actions, par exemple, ou de l'évolution climatologique sur notre environnement. Quelles sont les raisons qui nous poussent à agir ainsi? Moi, je pense que, personnellement, qu'il y a quelque chose dans la fibre de l'être humain qui nous pousse à savoir, à découvrir, à augmenter nos connaissances. Peut-être que c'est une question de survie, peut-être. Parce que quand on pense au début de la race humaine, depuis qu'on était à l'état microbe, et que les microbes se bouffaient entre eux, et puis il y a certains microbes qui se sont associés et qu'on a commencé à avoir des organismes beaucoup plus complexes pour pouvoir survivre, et que certains de ces organismes sont sortis de l'eau et se sont adaptés à l'extérieur pour pouvoir survivre, peut-être que ça fait partie de notre fibre intrinsèque de connaître notre univers, de connaître notre environnement, afin de pouvoir nous épanouir, afin de pouvoir assurer la continuité de notre espèce. Non seulement nous sommes les habitants de la planète Terre, mais nous sommes les habitants du système solaire, de la galaxie, et je pense que ça a toujours été un thème de l'évolution humaine, de vouloir explorer les océans, les continents, les planètes, les étoiles voisines. C'est un rêve qui demeurera toujours.